Hémicycle avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Robert Badinter est donc mort la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Une figure du siècle, a salué Emmanuel Macron. Un juste entre les justes, a ajouté le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius. Que retiendrez-vous, Alexis, de cet homme, de son parcours hors norme, vous qui l'avez d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises? Cette définition donnée d'une trajectoire de lumière dans un siècle de ténèbres, donnée par le président de la République, mais aussi par Laurent Fabius, me paraissent adéquates, effectivement, à la haute stature intellectuelle, morale et politique que constituait Robert Badinter. Alors d'abord, évidemment, ça je ne peux pas ne pas l'évoquer, même si je n'ai pas été le contemporain de cette réforme majeure du début du septennat de François Mitterrand, du premier septennat de François Mitterrand, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort. Il faut dire un mot de cela. Dans le contexte de l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, les majorités sociologiques existantes en France sont fondamentalement défavorables à l'abolition de la peine capitale. Si on interroge les gens et qu'on leur donne le volant, si vous voulez, exécutif ou législatif aujourd'hui, évidemment on décapite à nouveau des personnes. Donc ça supposait énormément de courage politique. Voilà, vous résumez, vous avez vu où je voulais en venir. Évidemment que Robert Badinter, à ce moment-là, a eu la stature d'un homme d'État pour affronter tous ceux, c'est-à-dire l'opinion majoritaire, qui n'étaient pas pour que le président de la République, François Mitterrand, tienne cet engagement de la campagne. C'était un des, je parle sous le contrôle de notre ami Michel Zerbib, mais un des 100 et quelques points de la campagne de mai 1981. Ils ont tenu parole et ils ont aboli la peine capitale, qui était d'ailleurs un petit peu moins pratiquée sous l'ère Giscard, parce qu'elle était déjà quand même, si vous voulez, l'objet de critiques très importantes. Et ils ont tenu bon. Et finalement, on voit bien que c'est une décision qui pour le coup s'inscrit dans le cours le plus intérieur de l'humanisme progressiste et de la République. Donc ça, Robert Badinter, évidemment, son nom restera éternellement associé à cette réforme. Mais par ailleurs, je voudrais dire deux mots sur, disons, la stature morale de cet homme qui nous quitte aujourd'hui, à un âge avancé, à 95 ans, après une vie de combat en faveur des droits de l'homme, des droits fondamentaux de la personne humaine. On sait qu'il était très conscient du sort réservé aux prisonniers, etc. Et assez toute sa vie, finalement, un avocat. Tout à fait. Absolument. Au meilleur sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est moins dans une problématique commerciale, comme peuvent l'être certains avocats, et ça n'est pas les insulter que de le reconnaître, qu'attaché fondamentalement à la défense de ces biens imprescriptibles que sont les droits de l'homme dans des républiques démocratiques comme les nôtres, néanmoins fragiles. Et puis, alors là, vous m'autoriserez, puisqu'on est sur Radio J, à vous dire un mot de cet aspect beaucoup moins connu du public. Son attachement à la chose juive. Voilà, je l'ai rencontré à plusieurs reprises pour des entretiens, notamment chez eux, avec sa femme, et même chez lui, dans sa bibliothèque. C'était absolument frappant. Je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec lui quand il avait publié un récit autobiographique sur la vie de sa grand-mère en France, grand-mère bessarabienne, vous voyez, de ces régions proches de Kitchinev, dans l'ancien empire des Tsars. Et c'était frappant. Parce qu'on pourrait se dire, bon, voilà, il célèbre sa grand-mère, mais le judaïsme n'a pas d'importance dans sa vie. Détrompez-vous. C'était un homme de culture, donc il n'était pas dans l'orthopraxie religieuse, naturellement, mais en revanche, sa bibliothèque entière était tapissée de livres sur l'histoire du judaïsme. Enfin, en gros, vous voyez les livres de Salo Baron sur l'histoire du peuple juif, tous ces livres y étaient. Donc c'était fascinant de voir que, à titre privé, et vous en avez discuté de ce point-là? On en a discuté dans ses consultations privées, dans cette bibliothèque très jolie qu'il avait dans son appartement de la rue Guy-de-Mer. L'ancien ministre Badinter consultait des volumes juifs, relisait de l'histoire juive, etc. Encore une fois, d'un point de vue qui était celui fondamental d'un juif laïque de gauche, qu'il était par toutes les fibres de sa peau, si vous voulez. C'était vraiment un produit, là, de ce point de vue-là aussi, du franco-judaïsme, mais il était, je crois, de plus en plus, et surtout dans les 10 dernières années de sa vie, de plus en plus habité par cette question, et peut-être aussi par ce mystère, comme on le dit parfois. Alexis, on poursuivra en deuxième partie l'hommage à Robert Badinter. Je voudrais maintenant commenter avec vous la fin du remaniement. Nicole Belloubet arrive donc à l'Éducation nationale à la place de la très fragilisée Amélie Oudéa-Castéra, qui ne conserve dans son portefeuille que les sports. Pour le reste, les commentaires sont assez sévères ce matin. Tout ça, pour vous aussi? Non, mais enfin, comment vous dire, la sévérité du journalisme, moi, m'importe peu. Mon baromètre n'est pas lié à la sévérité de nos confrères. Je m'en fiche. Qu'il soit sévère, ça n'influe pas sur mon jugement. Vous pouvez l'être aussi. Alors, je ne serais pas sévère, mais comment vous dire, ils ont fait effectivement beaucoup de bruit
Et c'est logique que la déception qui s'ensuit soit à la mesure du barouf. Et après un mois d'attente. Et de la mise en scène, si vous voulez, de la théâtralisation paroxystique à laquelle nous avons assisté. On avait l'impression qu'il y allait y avoir des poids lourds de la politique qui allaient arriver, qu'il allait y avoir des Manuel Valls et des François Bayrou en pagaille. Et finalement, effectivement, c'est Nicole Belloubet. C'est une femme sans doute très honorable, mais je pense que nous avons affaire, et là François Bayrou a raison, on va dire un mot bien sûr de sa colère après, nous avons affaire à un pur profil gestionnaire pour l'éducation nationale. Donc, je constate que Madame Oudéa-Castéra est l'objet d'une vindicte aujourd'hui de la haute société, de cette bourgeoisie conformiste qui suit les oukases du Premier ministre. Pas que, Alexis, quand même. Un peu quand même, qui suit les oukases du Premier ministre. Et je constate que à la place, on met au fond un peu sa semblable, si vous me passez l'expression, qui est Madame Belloubet, qui a sans doute fait du très bon travail, mais qui n'est pas non plus une figure qu'on associait spontanément au man de Jean Zay, si vous voulez, des grands ministres de l'éducation nationale. Voilà, donc ça c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, et là je ne prends pas parti, mais je décris, politiquement, nous avons manifestement une certaine difficulté d'une partie de la Macronie à fédérer autour d'elle. Pour une raison très simple, c'est que François Bayrou, il est ce qu'il est. Le connaissant un petit peu, bon, je mesure bien sûr, probablement, un certain égocentrisme du personnage, conscient de sa valeur et qui considère qu'il ne va pas se galvauder dans des portefeuilles non intéressants. Mais enfin, quand même, c'est un des premiers soutiens historiques d'Emmanuel Macron, avant même sa première élection. C'est l'un des hommes, on peut le dire arithmétiquement, grâce auquel il a été élu et réélu. Pourquoi son arrivée rue de Grenelle n'était pas pertinente pour reprendre les mots plus ou moins de Gabriel Attal? Oui, alors on l'a évoqué. C'est pas la meilleure solution. Non, mais on l'a évoqué en début de semaine. On a évoqué, si vous voulez, les scénarios. Je vous ai dit que quand même sur le fond, ils avaient, me semble-t-il, une idée de l'école approchante. Néanmoins, c'est une question de renouvellement des générations aussi. Alors, moi je pense que c'est pas réductible à cela. Enfin, bien sûr, vous avez raison, cette grille compte beaucoup et les jeunistes, entre guillemets, qui peuvent peupler aujourd'hui les cabinets ministériels, etc., sont attentifs à ces questions. Ils se disent, bon, François Bayrou, c'est un homme qui pourrait être notre père, voire notre grand-père, voilà, bon, ok, ça c'est sûr que ça joue, mais je pense qu'il y a des éléments plus fondamentaux, qui sont moins liés aux dates de naissance des uns et des autres, qui est la conception de l'éducation. Je ne suis pas en train d'idéaliser François Bayrou, mais il représente, je crois, il est au fond l'un des derniers représentants dans la classe politique active, des gens qui ont une conception relativement littéraire du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire, vous voyez, l'importance des savoirs fondamentaux, de la lecture, de la littérature, etc. À l'évidence, c'est ce que nous découvrons d'ailleurs peu à peu, le Premier ministre, avec toutes les qualités qui sont les siennes, c'est quand même entouré d'une personne qui vient de l'Institut Montaigne, pour le conseiller quand il était rue de Grenelle. L'Institut Montaigne, je ne dis pas que c'est le diable, mais c'est des gens qui ont une conception extrêmement comptable et gestionnaire de l'éducation. Donc, je reconstitue ce qui a pu se produire, au-delà du choc des égos qui existe bien sûr en politique, mais qui existe partout en réalité. Ce qui a pu se produire, c'est un différend plus fondamental sur ce qu'il fallait faire pour le mammouth. Et je pense qu'effectivement, le Premier ministre, avec les raisonnements qui sont les siens, s'est dit « Ah, je vais faire entrer quelqu'un » qui n'a pas exactement ma conception, on va dire, néolibérale de l'école. Je vais très vite, bien sûr, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais c'est pour me faire comprendre. Et je vais faire entrer quelqu'un qui, probablement, par rapport à mes objectifs, va être une force de frottement. Voilà. Et qui va me rappeler que c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas tout à fait comme ci, etc. Et je pense qu'effectivement, François Bayrou a mis la barre très haut, non sans raison, parce que moi je ne le prends pas pour le dernier le dernier des politiques, loin de là, mais c'est une des raisons de l'échec de sa nomination. Merci. C'est-à-dire qu'au fond, il a fait peur. Merci beaucoup Alexis Lacroix, on peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur YouTube. Merci à vous. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom, bien sûr. À lundi. À lundi.